Tout le monde connaît Brunei comme l'un des pays les plus riches du monde, avec ses palais ornés d'or, la vie luxueuse de son sultan et un système de protection sociale enviable. Mais derrière cette existence, apparemment dorée, se cache un Brunei totalement différent. Un endroit où les femmes indépendantes et talentueuses doivent subir un destin commun avec leur mari. Un lieu où les règles concernant la vie privée sont si strictes que certaines personnes doivent traverser la frontière juste pour se détendre. Alors à quoi ressemble réellement la vie à l'intérieur de l'un des royaumes les plus riches et les plus mystérieux du monde? Accompagnons-moi dans cette exploration de Brunei pour découvrir ses facettes méconnues. Numéro 1. Le plus grand village flottant du monde, la pauvreté au milieu du luxe. Croyez-vous qu'au milieu d'un Brunei luxueux, il existe encore des maisons simples et modestes où la vie flotte entre les rivières? C'est exactement ce qu'est Kampong Ayer, un monde flottant en plein cœur de la capitale Bandar Seri Begawan. De loin, les vieux toits en tôle, les pilotis en bois et les chemins sinueux peuvent facilement vous faire penser qu'il s'agit d'un quartier pauvre. Mais il suffit de franchir la porte pour découvrir un tout autre univers. Bien que moins riche et moins opule que d'autres zones, Kampong Ayer est tout de même très bien équipé. À l'intérieur, on trouve la climatisation, la télévision, le réfrigérateur, le lave-linge, le Wi-Fi et des salons avec moquette, tout comme dans les familles modernes sur le continent. L'électricité et l'eau potable sont fournies directement à domicile par un système séparé. Les enfants vont à l'école, les adultes partent travailler chaque matin, la seule différence étant qu'au lieu de sortir dans la rue pour appeler un taxi, ils descendent au quai et appellent un taxi aquatique. Des bateaux à moteur circulent en continu entre Kampong Ayer et le centre de la capitale. En quelques minutes, ils peuvent atteindre la rive, récupérer leur voiture dans le parking et continuer leur journée de travail. Le soir venu, ils laissent leur voiture sur la terre ferme, montent à bord d'un bateau et retournent à leur maison au milieu de la rivière. Kampong Ayer est en réalité une immense communauté composée de dizaines de groupes de maisons interconnectées. Dans le passé, des dizaines de milliers de personnes y vivaient. Aujourd'hui, la population a considérablement diminué, mais des milliers de résidents continuent d'appeler cet endroit leur maison. Les maisons reposent sur des pilotis en bois ou en béton enfoncés dans le lit de la rivière, tandis que les rues sont un réseau de ponts et de passerelles en bois traversant le quartier. En s'enfonçant davantage, Kampong Ayer ressemble de plus en plus à une ville complète posée sur l'eau. Ici, il y a des écoles, des établissements de santé, des forces de police et même des pompiers. Cependant, les camions de pompiers sont presque inutiles dans un endroit sans route. C'est pourquoi, en cas d'incident, des canots de sauvetage naviguent sur la rivière pour atteindre les maisons en bois. Mais une chose que vous ne devez absolument pas faire en venant ici sauter dans la rivière pour vous baigner. Sous les taxis aquatiques, qui passent chaque jour, se trouve un environnement naturel où peuvent apparaître des animaux sauvages, comme des crocodiles et des varans. Malgré cela, ce village est affectueusement surnommé la Venise de l'Orient. Et ce n'est pas tout. Si vous pensez que la richesse signifie égalité et justice, vous vous trompez. Regardez la vie des femmes ici pour comprendre pourquoi. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. Les femmes modernes dans une société polygame. À Brunei, une femme peut aller à l'université, conduire elle-même, pour aller travailler et gagner de l'argent comme un homme, mais son mari peut toujours épouser jusqu'à 3 autres femmes. À première vue, il mène une vie beaucoup plus moderne que ce que beaucoup pourraient imaginer. Les femmes représentent la majorité des étudiants dans de nombreuses universités et collèges, apparaissant dans des domaines allant de l'éducation et de la santé à l'ingénierie et au pétrole. Elles peuvent travailler, conduire, rencontrer des amis, et beaucoup d'entre elles ont un revenu propre. Pour la classe aisée, la vie est encore plus luxueuse. Le tudong n'est pas seulement un foulard, mais peut devenir un accessoire de mode coûteux. Lors de grands mariages, les mariés apparaissent avec de l'or couvrant leur cou, leurs poignets et leur tête. Tandis que les femmes de la haute société peuvent posséder des voitures de luxe, des sacs Hermès, ou faire régulièrement du shopping à Londres et à Paris. Mais cette richesse ne signifie pas qu'elles jouissent de la liberté dans tous les aspects de la vie. La première limite se trouve sur leur propre corps. Les femmes sont censées s'habiller de manière modeste, éviter les vêtements moulants, et de nombreuses jeunes filles musulmanes s'habituent au foulard dès leur plus jeune âge. En atteignant l'âge adulte, ces règles ne sont plus simplement un choix de mode,
mais deviennent une partie des normes sociales et religieuses. Cependant, les vêtements ne sont que la couche extérieure. Des limites plus marquées commencent lorsque qu'une femme entre dans le mariage. Dans la famille, elles peuvent gérer les finances, s'occuper des enfants et même avoir une carrière. Mais, la structure du mariage accorde à l'homme des droits que la femme n'a pas de manière équivalente. Le plus typique est la polygamie. Un homme musulman à Brunei peut épouser jusqu'à 4 femmes s'il remplit certaines conditions et obtient l'approbation du tribunal. Essayez de vous mettre à la place de cette femme. Vous allez à l'université. Vous travaillez chaque jour. Vous avez un revenu propre. Mais l'homme avec qui vous vivez peut toujours entrer dans un deuxième, un troisième, voire un quatrième mariage. Et à partir de là, l'écart entre l'image de la femme moderne et la réalité d'une société traditionnelle commence à se dessiner plus clairement. Car Brunei ne se limite pas à réguler le mariage. La loi peut également s'immiscer profondément dans la vie privée. L'adultère, les relations en dehors des cadres acceptés ou les relations homosexuelles peuvent devenir des problèmes juridiques et entraîner des sanctions sévères. Ce qui, dans de nombreux pays occidentaux, est considéré comme une affaire privée entre adultes, peut tomber sous la réglementation de la loi de la charia à Brunei. Et ce paradoxe devient encore plus déroutant lorsqu'on observe la classe la plus élevée de la société. Alors que les femmes de la classe moyenne sont tenues de respecter des normes morales strictes, la famille royale de Brunei a été au centre d'histoires complètement opposées. Le prince Geoffrey, frère du roi, a fait sensation avec des révélations sur un harem fermé composé de nombreuses jeunes femmes venues du monde entier. Ce que vous venez d'entendre n'est pas unique. Plus vous explorez ce pays, plus vous réaliserez que la vie des gens ici n'est pas aussi confortable que ce que les étrangers pourraient penser. Numéro 3. Un paradis de bien-être ou une cage dorée. Si l'on se concentre uniquement sur le système de protection sociale, Brunei est en effet un pays où il fait bon vivre, voire un pays de rêve. Mais seuls les habitants comprennent à quel point cette abondance peut être étouffante. C'est pourquoi, si vous vous rendez à la frontière un vendredi ou un samedi, vous pouvez apercevoir des files de voitures immatriculées à Brunei, se dirigeant vers Miri en Malaisie, une ville située à environ 160 km de Bandar Seri Begawan. La vie dans le pays étant trop contraignante, monotone, dépourvue d'activités de loisirs et interdisant totalement l'alcool et le tabac en public, les habitants de Brunei ont trouvé une issue. À Miri, ils peuvent se libérer des règles étouffantes de la loi de la charia pour profiter des plaisirs interdits tels que boire de l'alcool dans des bars, écouter de la musique entraînante, danser et faire du shopping pour des marques internationales qui ne sont pas présentes à Brunei. Le dimanche soir, ils reprennent discrètement la route pour retourner à la frontière et continuer leur vie de silence absolu. Le lundi matin, tout reprend son cours habituel, aller au travail, emmener les enfants à l'école et poursuivre une vie matériellement bien sécurisée. C'est à ce moment-là que le paradoxe de la cage dorée de Brunei se révèle le plus clairement. La protection excessive du gouvernement a involontairement étouffé la compétitivité et l'ambition de la jeunesse brunienne. Lorsque tous les besoins fondamentaux sont satisfaits sans effort, les habitants tombent dans un état de contentement, évitant le risque et manquant de créativité. Au lieu de créer des entreprises et d'accepter la possibilité de l'échec, de nombreux jeunes se tournent vers un emploi stable dans le secteur public. Et lorsque la sécurité devient l'option la plus attrayante, Brunei doit faire face à un défi plus complexe. Comment encourager une génération à accepter le risque, à être compétitive et créative, alors qu'elle n'est pas soumise à la pression de la survie? Même si certains souhaitent s'engager dans le domaine créatif, l'espace d'expression est également limité. Les médias et les artistes à Brunei doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils abordent des sujets sensibles tels que la sexualité, la politique et la religion. Comparé à de nombreux pays occidentaux, où la liberté d'expression dans l'art, la musique et les médias est souvent beaucoup plus étendue, Brunei adopte une approche totalement différente. La priorité est donnée à l'ordre social, à la norme et à la stabilité, même si cela signifie que l'espace créatif et la vie publique deviennent plus silencieux et restreints. Ces éléments ont également un impact sur la santé mentale des habitants. Dès 2010, le ministre de la Santé de Brunei avait déclaré qu'environ 1,5% de la population était en traitement pour dépression. Ce n'est pas une preuve que le bien-être ou le rythme de vie paisible provoque la dépression, mais cela montre qu'une société riche et bien protégée n'est pas immunisée contre les problèmes psychologiques.
Pour comprendre pourquoi cela est ainsi, il suffit de se pencher sur le système juridique de ce pays pour voir à quel point le contrôle est strict. Numéro 4. La vie sous les règles strictes du Brunei. À Brunei, vous pouvez vous sentir suffisamment en sécurité pour oublier votre portefeuille dans un lieu public. Mais il suffit de franchir certaines limites en matière d'éthique, de religion ou de royauté pour que les conséquences soient bien plus graves que ce qu'un Britannique pourrait imaginer. Ces limites se manifestent dès la vie quotidienne. Vous ne pourrez pas entrer dans un magasin de proximité et acheter une bouteille de bière comme à Londres. La vente d'alcool en public est interdite, les cigarettes ont presque disparu des étals, et fumer dans de nombreux lieux publics peut vous valoir une amende. À midi le vendredi, le rythme de vie change encore plus. Pendant environ 2 heures, de nombreux magasins et services doivent fermer pour permettre aux hommes musulmans d'aller prier à la mosquée. Si vous êtes en train de faire des courses ou de manger, vous pourrez constater que les rues autrefois animées ralentissent, les magasins ferment et toute la ville semble faire une pause. Mais ces petits désagréments ne sont que la surface d'un système juridique bien plus strict. Depuis 2010 à 9, Brunei applique intégralement le code pénal de la charia, dans lequel certains comportements liés à la vie privée ou à des infractions peuvent faire face à des sanctions particulièrement sévères. Et le contrôle ne s'arrête pas au comportement. Il s'étend également à ce que vous pouvez dire. Si vous vivez au Royaume-Uni, vous pouvez ridiculiser un homme politique, débattre sur la royauté ou publier une opinion controversée sur les réseaux sociaux. À Brunei, les sujets liés à la royauté, à la religion et à la politique sont sensibles. La presse, la télévision et les produits artistiques opèrent dans des limites strictes. Une chanson, une émission de télévision ou une pièce de théâtre, souhaitant se produire devant le public, doit éviter tout contenu jugé inacceptable sur le plan éthique, religieux ou politique. Même sur TikTok ou Instagram, de nombreux jeunes savent quels sujets éviter, comment s'exprimer et quelles images ne pas publier. Il n'est pas nécessaire d'avoir un policier derrière soi à chaque instant. Ces limites deviennent progressivement une partie intégrante de la manière dont les gens communiquent et se comportent. Numéro 5. Les secrets controversés derrière la famille royale de Brunei. Mais ce qui est incroyable, c'est que les limites que les citoyens ordinaires de Brunei ne peuvent pas franchir avec de l'argent semblent créer un monde totalement différent derrière les portes du palais royal, où l'argent, le pouvoir règne en maître. Pendant de nombreuses années, la famille royale de Brunei a été entourée de rumeurs concernant des fêtes somptueuses et un harem secret composé de jeunes femmes venues de divers pays. Les médias internationaux ont publié de nombreuses histoires controversées sur un harem secret lié à la famille royale de Brunei. Cependant, la personne au centre des histoires les plus scandaleuses n'est pas le sultan. C'est le prince Jeffrey Bolkiah, son frère, qui a également été ministre des Finances de Brunei. Dans les années 1980 et 1990, Jeffrey était célèbre pour son style de vie, extravagant presque sans limite, avions privés, milliers de voitures yachts, palais et des fêtes privées réservées à l'élite. Mais ce qui suscite le plus de controverses, c'est la zone décrite comme un harem moderne, où de nombreuses femmes de différents pays étaient amenées à vivre dans un espace isolé de la royauté. Et le monde à l'intérieur de cet espace serait peut-être resté une rumeur si ceux qui y avaient vécu n'avaient pas commencé à prendre la parole. L'une d'elles est Gillian Loren, une Américaine qui n'avait que 18 ans lorsqu'elle a été amenée à Brunei au début des années 1990. Dans ses mémoires Some Girls My Life in a Harem, Loren raconte qu'elle a vécu environ 18 mois dans une zone isolée avec des dizaines d'autres femmes. Imaginez cette vie. Le jour, il y avait une piscine, des vêtements de marque, des chambres luxueuses, et presque tous les besoins matériels étaient satisfaits. Mais tout cela se déroulait derrière des portes closes, où la vie des jeunes femmes dépendait presque entièrement des hommes puissants à l'intérieur du palais. En 1998, l'histoire est devenue encore plus grave. L'ancienne Miss USA Shannon Marketic a poursuivi le sultan de Brunei et le prince Jeffrey en justice aux États-Unis. Selon Marketic, elle pensait se rendre à Brunei pour un travail de mannequinat avec un salaire d'environ $3 000 américains par jour. Mais à son arrivée, ce qu'elle a décrit était totalement différent. Elle a affirmé avoir été retenue dans l'enceinte du palais pendant plus d'1 mois sans pouvoir partir librement. Les documents liés au procès indiquent qu'il pourrait y avoir eu des dizaines de femmes présentes dans cette zone à un moment donné. Le procès n'a finalement pas abouti à un jugement contre les 2 membres de la famille royale.
mais il a ouvert une rare fenêtre sur un monde qui était presque entièrement fermé au public. Et c'est à ce moment-là que le paradoxe de Brunei devient particulièrement difficile à ignorer. Derrière les murs du palais, les citoyens doivent vivre selon des normes religieuses et morales très strictes. L'alcool est strictement contrôlé. Les relations extra-conjugales peuvent devenir un problème légal. Mais juste derrière les murs de l'une des familles les plus puissantes du pays, les témoignages décrivent un monde totalement opposé. D'un côté, il y a la retenue. De l'autre, des fêtes presque illimitées. D'un côté, les citoyens doivent respecter les lois. De l'autre, ceux qui possèdent suffisamment d'argent et de pouvoir pour vivre selon leurs propres règles. Mais ce monde-là ne pouvait finalement pas durer éternellement. Après la crise financière asiatique de 1997, la relation entre le sultan et le prince Jeffrey a commencé à se détériorer sérieusement. Jeffrey a été accusé d'avoir détourné des milliards de dollars des fonds de l'État, a perdu son poste et a été contraint de restituer une énorme partie de sa fortune. Et lorsque cette fortune a été mise en liquidation, l'ampleur d'une vie presque inimaginable a été révélée. Numéro 6. La vie luxueuse des souverains. En regardant la collection de voitures du sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, on comprend à quel point la vie peut être luxueuse. Il possède tellement de voitures qu'il peut en conduire une différente chaque jour. Et il lui faudrait près de 20 ans pour les utiliser toutes, une fois. Avec une fortune estimée à environ 30 milliards de dollars, sa vie semble presque en dehors de la notion de cher au sens habituel. Rien qu'en ce qui concerne sa coupe de cheveux, on peut saisir l'ampleur de cet écart. Il est prêt à débourser environ 20 000 dollars pour faire venir son coiffeur habituel de Londres, juste pour une coupe. Cependant, 20 000 dollars semblent dérisoires comparés aux banquets royaux. Pour son 50e anniversaire, Michael Jackson a été invité à se produire à Brunei pour un cachet supposé atteindre 17 millions de dollars. Pour la plupart des gens, rencontrer Michael Jackson est un événement d'une vie. Pour le sultan de Brunei, il peut faire venir le roi de la pop pour se produire lors de sa propre fête d'anniversaire. Derrière les portes du palais se cache une collection qui compterait plus de 7000 voitures, d'une valeur totale d'environ 5 milliards de dollars. Ce ne sont pas 7000 voitures ordinaires. Parmi elles, plus de 600 Rolls-Royce ainsi que des centaines de Ferrari Bentley et d'autres modèles si rares que beaucoup d'amateurs de voitures n'ont pu les voir que dans des magazines. Certaines d'entre elles n'existent même pas sur le marché. La royauté commande aux fabricants des versions uniques, modifiant l'intérieur, la carrosserie et les détails selon ses exigences. Certaines voitures sont même recouvertes d'or sur le volant, le tableau de bord ou les jantes. Ces voitures sont entreposées dans d'énormes garages dotés de systèmes de climatisation et d'une équipe technique dédiée à leur entretien, car rien que la conservation d'une telle collection est un travail à part entière. Mais le sultan de Brunei n'a pas seulement un garage sur terre. Il possède également un palais dans les airs. Lors de ses voyages à l'étranger, il utilise un Boeing 747 transformé en jet privé d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. L'intérieur est conçu comme un palais avec des détails en or, des cristaux laliques et des suites privées pour la royauté. Même les petits objets comme les poignées de porte ou les équipements de salle de bain sont transformés en décorations luxueuses. La royauté possède environ 200 chevaux de polo. Et pour les protéger de la chaleur tropicale, les écuries sont équipées d'un système de climatisation fonctionnant en continu. En d'autres termes, même les chevaux du sultan vivent dans des pièces climatisées. Mais la richesse de la royauté ne sert pas seulement à acheter du confort. Elle est également utilisée pour protéger ce pouvoir. En plus des forces de sécurité nationales, Brunei maintient une force de Gurkhas, composée de soldats népalais réputés pour leur longue tradition militaire. Ils protègent des zones stratégiques et ajoutent une couche de sécurité autour du royaume. C'est à ce moment-là que l'on réalise que la fortune du sultan de Brunei ne se mesure pas seulement par l'argent dans les banques. Numéro 7. Le pays où l'essence est moins chère que l'eau. À Brunei, ce qui peut vous faire paraître pauvre n'est pas de conduire une vieille voiture, mais parfois simplement de marcher. Cela peut sembler une blague, mais c'est la réalité ici. Dans ce royaume pétrolier, la voiture n'est presque plus un bien de luxe. C'est une partie intégrante de la vie quotidienne. L'essence est tellement subventionnée qu'un litre de carburant coûte parfois moins cher qu'une bouteille d'eau. À ce prix-là, faire le plein d'un SUV peut ne coûter que l'équivalent de quelques repas bon marché. Et le résultat est facilement visible dans les rues, presque chaque foyer possède une voiture.
De nombreuses familles en possèdent plus d'une chacune, servant un membre différent. Aller au travail en voiture, emmener les enfants à l'école en voiture, se rendre au magasin à quelques minutes de chez soi, tout se fait en voiture. C'est pourquoi, si vous descendez dans la capitale Bandar Seri Begawan, et décidez de marcher pour explorer la ville, vous pourriez rencontrer une scène assez étrange, des routes très larges, beaucoup de voitures, mais presque personne, sur les trottoirs. Sous la chaleur tropicale, peu de gens souhaitent marcher quand il suffit de sortir de chez soi pour s'installer dans une voiture climatisée. La dépendance à la voiture est telle que les transports en commun deviennent une option plutôt fade. Les bus ne sont pas aussi populaires que dans de nombreuses autres capitales et les taxis traditionnels sont très rares. Pour les habitants, ne pas avoir de voiture personnelle signifie que même des tâches simples comme aller au travail, faire des courses ou rencontrer des amis deviennent beaucoup plus compliquées. La culture automobile s'étend même jusqu'aux écoles. Dans les lycées, le parking est parfois si bondé qu'il ressemble à un petit showroom automobile vu de loin. Pour les élèves ayant l'âge de conduire, se rendre en classe au volant de leur propre voiture n'est pas une image inhabituelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Brunei a beaucoup de voitures, mais les rues sont étonnamment calmes. Le bruit des klaxons n'est que rarement un son omniprésent, comme dans de nombreuses villes asiatiques. Les conducteurs sont souvent plus patients, et klaxonner sans raison est facilement perçu comme un manque de courtoisie. Même les piétons, bien que peu nombreux, sont traités avec une certaine priorité. Lorsque quelqu'un s'engage sur un passage piéton, les voitures ralentissent généralement et laissent passer. Et quand tout le monde possède une voiture, celle-ci ne suffit plus à prouver le statut social. Les Bruneiens se tournent vers quelque chose de bien plus petit. Les plaques d'immatriculation. Les plaques, avec peu de chiffres, des numéros esthétiques ou des séquences faciles à retenir, peuvent être très recherchées et se vendre à des prix très élevés. Parfois, une voiture ordinaire, avec une plaque spéciale, attire plus l'attention qu'une voiture de luxe, avec une plaque standard. Numéro 8. Un pays ultra riche, mais le plat national ne coûte qu'$1. À Brunei, il n'est pas du tout étrange de voir une supercar garée sur le bord de la route, pendant que son propriétaire descend pour acheter un paquet de riz coûtant environ $1. Bien que vivant dans l'un des pays les plus riches de la région, les Bruneiens sont passionnés par la nourriture de rue. Le plat le plus célèbre est le nasi katok. Pas de restaurant raffiné, pas d'ingrédients coûteux. Il s'agit simplement de riz blanc chaud, d'un morceau de poulet frit et d'un sambal, épicé, le tout emballé de manière simple à emporter. Pourtant, des ouvriers, des étudiants aux conducteurs de voitures de luxe, presque tout le monde consomme ce plat. Le terme katok signifie frapper à la porte. Autrefois, pour acheter un plat de riz tard dans la nuit, il fallait se rendre chez le vendeur et frapper à sa porte pour le réveiller. Aujourd'hui, les stands de nasi katok sont omniprésents, mais le nom reste inchangé. Un autre plat incontournable ici est l'ambuya. C'est un plat à base d'amidon, extrait du tronc de sago, translucide et collant ressemblant à de la pâte. Les Bruneiens utilisent un ustensile en bambou pour enrouler l'ambuya en morceaux, les tremper dans une sauce aigre douce, puis les mettre directement dans la bouche. Au lieu de mâcher comme du riz, ils ont tendance à avaler cette pâte molle assez rapidement. Plus important encore, l'ambuya est rarement un plat pour une seule personne. Un grand bol est placé au centre de la table, entouré de poissons, de viande, de légumes et de diverses sauces. Toute la famille s'assoit ensemble et se sert à partir d'un même plat. Ainsi, ce repas n'est pas seulement destiné à rassasier, mais fait également partie de la manière dont les familles bruneiennes se rassemblent. La religion est également très présente à table. Dans un pays musulman comme Brunei, le porc est presque absent des repas des musulmans. À la place, on trouve du poulet, du poisson, du bœuf et de la chèvre, avec de nombreux plats grillés, frits ou cuisinés avec des épices. Mais si vous cherchez quelque chose que seul Bornéo peut offrir, jetez un œil au stand de fruits. Vous pourriez y découvrir des variétés de durian sauvage, avec une chair rouge-orange éclatante, très différente du durian jaune pâle habituel. L'odeur est toujours très forte, mais le goût peut être plus acide et plus prononcé. Le thé, le café et les boissons froides ici sont souvent accompagnés de lait concentré, de crème épaisse ou de couches de garniture sucrée. Un verre qui semble être juste une boisson rafraîchissante peut parfois ressembler à un véritable dessert. Cependant, cette riche gastronomie contribue en partie à l'obésité de la population ici. Numéro 9. Plus de la moitié de la population de Brunei souffre de surpoids. Plus de la moitié de la population de Brunei souffre de surpoids,
ce qui confronte ce pays riche à un paradoxe assez étrange. Les habitants ne manquent pas de nourriture, ils mangent trop et bougent trop peu. On peut le constater dès une journée ordinaire. Des aliments frits, des pâtisseries, du lait concentré et de la crème épaisse sont omniprésents. Le café ou le thé peuvent également être garnis d'une couche de crème et de fromage épais. Ce qui ne devrait être qu'un simple topping devient peu à peu une partie intégrante des goûts quotidiens. Mais la nourriture n'est qu'une partie du problème. L'autre moitié se trouve en dehors des parkings. Brunei est une société qui dépend énormément de la voiture. Même pour un trajet qui ne prend que quelques minutes à pied, beaucoup préfèrent monter dans leur véhicule, allumer la climatisation et conduire jusqu'à leur destination. Et cela se comprend assez facilement. Sortir, c'est affronter la chaleur humide de l'équateur. Monter dans la voiture, c'est entrer dans un air frais. Arriver au bureau, c'est retrouver la climatisation. Aller au centre commercial, c'est encore bénéficier de la climatisation. En conséquence, la journée de nombreuses personnes peut se résumer à une boucle maison, voiture-bureau, voiture-maison. Il y a très peu de raisons pour que le corps ait besoin de bouger. Lorsque les repas riches en sucre et en graisse se combinent avec des heures passées assis dans la voiture, au bureau et dans des pièces climatisées, le diabète, les maladies cardiaques et l'hypertension deviennent des problèmes de plus, en plus difficiles à ignorer. Et c'est à ce moment-là que la richesse de Brunei engendre un autre paradoxe intéressant. Ce pays a les moyens de construire des hôpitaux modernes, de fournir des soins de santé à sa population et même d'envoyer des patients à l'étranger pour des traitements. Mais l'argent ne peut pas forcer une personne à sortir de sa voiture et à marcher à sa place. Le gouvernement doit donc trouver des moyens de changer le mode de vie de ses citoyens, construire plus de parcs, des pistes piétonnes, encourager l'activité physique et taxer les boissons sucrées. En d'autres termes, Brunei doit dépenser de l'argent pour résoudre un problème qui découle en partie de sa propre prospérité. Plus les gens sont riches, plus les voitures sont répandues. Plus les voitures sont répandues, moins ils marchent. Plus la vie est confortable, moins le corps doit bouger. Et finalement, un pays qui a utilisé le pétrole pour rendre la vie plus facile, doit maintenant trouver des moyens d'inciter ses citoyens à sortir de leur voiture. Mais la santé n'est pas la seule chose que la richesse ne peut pas vous protéger à Brunei. Car, peu importe combien d'argent vous avez sur votre compte, il existe des limites que vous ne devez absolument pas franchir. Et c'est à ce moment-là que nous devons parler du système juridique particulier de ce royaume. Numéro 10. Les endroits les plus intéressants à explorer à Brunei. Si vous avez l'occasion de mettre les pieds à Brunei, ce royaume paisible possède des destinations emblématiques qui reflètent clairement la rencontre entre une histoire ancienne, une richesse opulente et une nature sauvage, préservée. Rendez-vous à Kampong Ayer, souvent surnommée la Venise de l'Est, qui est l'une des plus grandes communautés de villages flottants au monde. Ici, les maisons, les écoles, les magasins et même les routes sont remplacées par des maisons sur pilotis et des ponts en bois. Pour se rendre chez un voisin ou entrer dans le centre-ville, beaucoup de gens n'ont qu'à descendre dans un taxi aquatique et traverser directement la rivière. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ces maisons en bois, vous pouvez apercevoir un Brunei totalement opposé, juste de l'autre côté. Le plus remarquable est la mosquée Sultan Omar, Ali Saifuddin, avec son dôme doré, se reflétant sur l'eau, en plein cœur de Bandar Seri Begawan. L'environnement est si propre et calme, que parfois, la capitale de Brunei donne l'impression d'être plus une station balnéaire qu'un centre national. Cependant, ce dôme doré n'est pas le plus grand symbole de la richesse. Un peu plus loin, se trouve l'Istana Nurul Iman, le palais du sultan de Brunei. La plupart du temps, les gens ordinaires ne peuvent l'observer que de l'extérieur, mais son échelle gigantesque et ses dômes dorés vous rappellent que c'est la résidence d'une des familles royales les plus riches du monde. Cependant, la vie des Bruniens ne se déroule pas dans le palais. Pour voir ce qu'ils mangent réellement et comment ils vivent le soir, rendez-vous au marché nocturne de Gadang. Ici, il n'y a plus de marbre, ni de porte royale. À la place, vous trouverez de la fumée s'élevant, des stands de grillades, des plats à prix abordable et des habitants qui s'arrêtent pour acheter leur dîner après le travail. Vous pouvez essayer l'ambuya, un plat à base de fécule de palmier sago avec une texture gluante, ou découvrir des fruits rares de Bornéo, y compris le durian à chair rouge. Et il vous suffit de continuer à vous éloigner de la capitale pour que Brunei change encore une fois. Le pont Tamburong vous emmène des quartiers résidentiels tranquilles
à travers une vaste étendue d'eau vers la partie est du pays. Des deux côtés de la route, les maisons disparaissent peu à peu et le vert de la forêt tropicale commence à envahir le paysage. C'est aussi à ce moment que vous comprenez une chose assez étrange sur Brunei. Un pays qui s'enrichit grâce à l'exploitation des ressources, consacre une grande partie de son territoire à presque aucune exploitation. Au cœur de Tamburong se trouvent des forêts tropicales primaires de Bornéo, où l'homme n'occupe qu'une très petite partie du paysage. Au lieu d'hôtels, de centres commerciaux ou de grandes avenues, il y a des rivières, des jungles et des cimes d'arbres s'étendant jusqu'à l'horizon. Et peut être que c'est cela qui rend Brunei unique. Il n'est pas écrasant par son agitation. Au contraire, ce qui est le plus étrange dans l'un des pays les plus riches d'Asie du Sud-Est, c'est que tout semble trop calme. Numéro 11. Les fêtes les plus luxueuses de Brunei. Il y a 3 jours chaque année où un citoyen ordinaire, voire un touriste, peut entrer directement dans le palais du sultan de Brunei, manger gratuitement et serrer la main de la famille royale. Ces jours-là correspondent à Hari Raya, Eid el-Fitri, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan, et l'un des moments les plus spéciaux de l'année à Brunei. Pendant ces 3 jours, l'Istana Nurul Iman ouvre ses portes au public. Il suffit de s'habiller de manière appropriée et d'accepter de faire la queue pour entrer dans le palais, s'asseoir parmi des milliers de personnes et profiter d'un banquet buffet entièrement gratuit. Mais ce qui pousse de nombreuses personnes à attendre des heures n'est pas seulement la nourriture. Les hommes ont l'occasion de serrer la main du sultan, tandis que les femmes rencontrent les membres féminins de la famille royale. Les enfants et les personnes âgées peuvent également recevoir des cadeaux en quittant le palais. Dans un pays où la royauté est presque omniprésente, c'est le moment où la distance entre le palais et le peuple est la plus courte. Cependant, quelques mois plus tard, Brunei entre dans une atmosphère complètement différente. Le 15 juillet est l'anniversaire du sultan. Les rues de Bandar Seri Begawan sont décorées de drapeaux de lumière et de portraits royaux. Les célébrations s'étendent sur plusieurs jours, transformant cette période habituellement calme de la capitale en l'un des moments les plus animés de l'année. Sur le fleuve Brunei, des bateaux longs filent au son des tambours et des acclamations de la foule. Les rives sont bondées de spectateurs tandis que des taxis aquatiques naviguent à travers le fleuve en arrière-plan. Si Brunei vous semble lent et tranquille, en temps normal, c'est à ce moment-là que le pays change presque de caractère. Mais les festivités à Brunei ne riment pas toujours avec nourriture et animation. Lors de Maulidur Rasul, des milliers de personnes vêtues de baju Melayu et de baju Kurung se rassemblent dans les rues pour célébrer la naissance du prophète Muhammad. Ce ne sont pas de grandes scènes ou des banquets somptueux, mais des cortèges de personnes marchant ensemble, priant et exprimant leur foi. C'est aussi le moment où vous comprenez mieux une chose, l'islam à Brunei ne se limite pas aux lois. Il est présent dans le rythme même de la vie sociale. Cependant, Brunei n'est pas entièrement monochrome sur le plan culturel. À l'occasion du Nouvel An lunaire, dans les zones où vivent des communautés chinoises, vous pouvez encore entendre le son des tambours de lion et voir des maisons ornées de rouge. Les membres de la famille royale ont également été vus lors de rencontres avec la communauté chinoise. Cela crée une image assez particulière. Un pays musulman avec des règles très strictes, mais sur la même rue vous pouvez voir le palais royal, une mosquée et des lions dansant célébrant le Nouvel An. Si l'on se concentre uniquement sur les lois, Brunei peut donner l'impression d'être fermé. Mais en descendant dans la rue pendant les jours de festivité, vous découvrirez un Brunei différent, où la royauté, la religion et les communautés culturelles coexistent dans la vie quotidienne des habitants. Numéro 12. Coût de voyage à Brunei. Commençons par le coût de l'hébergement. Pour seulement environ 20 à 30 $, vous pouvez louer un lit dans des dortoirs ou des homestays situés en centre-ville, tout en bénéficiant de la climatisation et d'une sécurité optimale. Si votre budget se situe entre 60 et 80 $, vous pourrez profiter d'une chambre privée dans des hôtels commerciaux modernes avec un service professionnel, en particulier pour un prix allant de 150 à 250 $. Vous pouvez vivre une expérience de luxe dans des hôtels patrimoniaux ou dans l'hôtel 7 étoiles, The Empire, avec ses halls dorés et sa piscine à débordement surplombant la mer. En ce qui concerne les coûts de la nourriture, les prix ici vous étonneront à coup sûr. Un plat de riz national, le nasi katok copieux avec du poulet frit et de la sauce sambal, ne coûte qu'1 $. Faites un simple calcul.
Pour le prix de 5 $ que vous dépensez pour un café en Occident, à Brunei, vous pouvez vous offrir 5 déjeuners copieux. Si vous souhaitez manger dans un restaurant plus raffiné, avec des spécialités comme l'ambuya, des fruits de mer frais ou de la viande de chèvre grillée, le coût ne variera que de 15 à 25 $ par personne. Cependant, gardez à l'esprit que Brunei est un pays sans alcool. Vous ne trouverez pas de bars ou de boissons alcoolisées en public, mais plutôt de délicieux jus de fruits tropicaux à partir de 1 à 2 $. Enfin, parlons des coûts de transport. Les bus publics à Brunei sont très bon marché, coûtant environ 1 $ par trajet. Si vous souhaitez essayer un taxi aquatique pour explorer le village flottant de Kampong, Ayer, le tarif est également très abordable entre 1 et 2 $ par trajet. Cependant, le système de taxi traditionnel est assez limité et coûteux. Un court trajet peut vous coûter entre 10 et 15 $. Pour plus de commodité, la plupart des voyageurs utilisent l'application de covoiturage Dart similaire à Grab ou Uber, qui offre des tarifs transparents et beaucoup plus accessibles. En résumé, si vous voyagez avec un budget serré, vous n'aurez besoin que d'environ 50 à 60 $ par jour. Si vous souhaitez plus de confort en séjournant dans un hôtel privé et en dînant au restaurant, prévoyez entre 100 et 130 $. Et si vous disposez de 250 $ par jour ou plus, vous pourrez profiter de services de classe royale. Avec le même montant, si vous devez faire des calculs minutieux, à New York ou à Londres, à Brunei, vous pouvez dépenser et profiter de services de qualité mondiale, dans un cadre paisible et totalement sécurisé. Brunei est un petit pays, mais plus vous l'explorez, plus vous réalisez qu'il renferme de nombreux paradoxes entre richesse et tradition, modernité et règles anciennes. Si vous avez aimé ce voyage, inscrivez-vous à Terre d'origine et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains pays fascinants. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour notre prochain voyage.